Voyons à présent les politiques internes de l'Union. Le marché unique. L'acte unique européen, signé en 1986 et entré en vigueur en 1987, est un tournant dans une Europe plus soucieuse des citoyens, avec l'objectif affiché du marché unique, succédant à celui du marché commun en 1957. Sont ainsi permises les 4 libertés de mouvement, celles des personnes, des biens, des services et des capitaux. C'est probablement à ce jour ce que les citoyens européens ressentent de plus concret dans la construction européenne, avec l'euro, pour les pays qui l'ont adopté. Cela a en effet permis de réduire de manière significative les prix de nombreux produits et services, d'offrir plus de choix pour les consommateurs, de créer des millions de nouveaux emplois et plus d'opportunités pour les entreprises. Des études récentes ont montré que les principes de libre circulation des biens et des services et la législation dans ce domaine ont engendré des bénéfices évalués à près de 1 000 milliards d'euros par an. Interconnecter l'Union européenne. Depuis mai 2015, la Commission européenne a mis en œuvre la plupart des propositions annoncées dans sa stratégie pour un marché unique numérique, notamment de nouvelles règles sur la protection des données à caractère personnel, entrée en vigueur le 25 mai 2018, l'initiative Wi-Fi for EU qui soutient l'installation de points d'accès Wi-Fi publics gratuits dans les collectivités locales, de nouveaux outils pour aider à défendre les citoyens et les entreprises contre les cyberattaques. Depuis 2018, de nouvelles règles permettent aux citoyens d'utiliser leurs abonnements en ligne à des films, à la télévision, à des livres électroniques, à des jeux vidéo, à des services de musique lorsqu'ils voyagent au sein de l'Union. En 2018, l'investissement a été d'1 milliard d'euros dans la mise en place d'une infrastructure européenne de supercalculateurs d'envergure mondiale. Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, MIE, au-delà de 2020. En mars 2019, le Conseil a confirmé que ce mécanisme continuera de financer des projets clés dans les domaines des transports, du numérique et de l'énergie au-delà de 2020. Dans le domaine des transports, ce mécanisme va promouvoir des réseaux interopérables et multimodaux en vue du développement et de la modernisation des infrastructures ferroviaires, routières, maritimes et de navigation intérieure, ainsi que d'une mobilité répondant aux impératifs de sécurité et de sûreté. Dans le domaine de l'énergie, le programme a pour but de contribuer à renforcer l'intégration du marché européen de l'énergie, en améliorant l'interopérabilité transfrontalière et intersectorielle des réseaux, en favorisant la décarbonation et en garantissant la sécurité de l'approvisionnement. Dans le domaine de la connectivité numérique, le champ d'application du programme a été élargi pour tenir compte du fait que la transformation numérique de l'économie et de la société dans son ensemble est tributaire d'un accès universel à des réseaux de très haute capacité économique et fiable. La connectivité numérique est également considérée comme un facteur décisif pour réduire les fractures économiques, sociales et territoriales. L'Europe sociale. L'Europe possède les niveaux de protection sociale les plus élevés au monde et se place dans le peloton de tête pour ce qui est de la qualité de vie et du bien-être.
elle maintient ses avantages grâce à un certain nombre d'initiatives. La Charte sociale européenne, qui garantit des droits sociaux et économiques fondamentaux avec un large éventail de droits liés à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la protection sociale et au bien-être. Le Fonds social européen, principal instrument dont dispose l'Union pour soutenir l'emploi, aider les personnes à trouver des emplois de meilleure qualité et offrir des perspectives professionnelles plus équitables à l'ensemble des citoyens de l'Union. En investissant 10 milliards d'euros par an, il améliore les perspectives d'emploi de millions d'Européens, en particulier ceux qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi. La stratégie européenne pour l'emploi vise essentiellement à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans l'ensemble de l'Union. La garantie pour la jeunesse est un engagement pris par l'ensemble des États membres de l'Union de veiller à ce que les jeunes âgés de moins de 25 ans puissent bénéficier d'une offre de qualité en matière d'emploi, de formation continue, d'apprentissage, de stage, dans les 4 mois suivant la perte de leur emploi ou la fin de leurs études. La situation nouvelle, créée par la pandémie de Covid-19, aura d'inévitables conséquences sur l'Europe sociale, telle que nous l'avons connue jusqu'à présent. Le choc du chômage de masse et l'explosion de la précarité mettront au premier plan la nécessaire solidarité inscrite dans les traités européens. Schengen, qu'est-ce que c'est ? C'est une commune luxembourgeoise située à l'extrême sud-est du pays, à proximité de la double frontière entre l'Allemagne, la France et le Luxembourg. Mais c'est surtout un espace, dit Schengen, qui regroupe 29 pays européens, où le franchissement des frontières intérieures s'effectue librement, sans passeport ou contrôle. En principe, cela signifie aucun contrôle policier ou douanier aux frontières entre la plupart des pays de l'Union, ainsi que la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et l'Islande, des contrôles renforcés aux frontières extérieures de l'Union, une intensification de la coopération entre les services de police des différents États membres, et enfin pouvoir acheter et rapporter tout bien à usage personnel lors d'un voyage entre 2 pays de l'Union. L'histoire et la géographie de l'espace Schengen. Pour mémoire, l'accord de Schengen a été signé le 14 juin 1985 par 5 des membres de la communauté européenne d'alors, l'Allemagne de l'Ouest, la France et les pays du Benelux, déjà régis par un accord de libre circulation. L'espace Schengen, quant à lui, est né le 26 mars 1995, quand les accords de Schengen et sa convention d'application furent mis en œuvre par ces 5 pays. À la signature du traité d'Amsterdam en 1997, les dirigeants de l'Union se sont accordés pour intégrer l'accord de Schengen, la convention d'application et les réglementations qui en découlent dans l'acquis communautaire. Ceci a été officiel lors de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 1999. Les États membres de l'Union ne faisant pas encore partie de l'espace Schengen sont la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie et Chypre. L'Irlande avait demandé en 2002 à participer à l'acquis Schengen. Cette requête avait été approuvée par le Conseil de l'Union. En février 2010, le ministre irlandais de la Justice avait déclaré que les mesures qui permettront à l'Irlande de remplir les exigences de Schengen sont en cours de progression. Aujourd'hui, l'espace Schengen concerne 420 millions d'habitants sur 4,3 millions de kilomètres carrés. Les migrations et les pandémies
sont pourtant des défis majeurs, chacun le sait. Erasmus+. Chaque année, plus de 400 000 jeunes partent étudier ou entreprennent un développement personnel dans un autre pays européen, avec pour la période 2014-2020 le soutien du programme européen Erasmus+, pour l'éducation, l'apprentissage, la jeunesse et les sports. Erasmus+ soutient aussi le Corps européen de solidarité et le service européen volontaire. Étudier à l'étranger. Le programme initial Erasmus avait été adopté en 1987 et permettait dès l'origine aux étudiants d'effectuer une partie de leurs études dans un autre établissement scolaire européen pendant 3 mois au minimum et 1 an au maximum. À sa création, le programme comptait 11 pays participants. Jusqu'en 2013, ce programme avait permis à 3 millions d'étudiants de participer à des échanges universitaires entre pays européens partenaires. En 1995, le programme Erasmus s'est ouvert aux apprentis. De 2003 à 2004, le nombre d'étudiants s'est élevé de 9%. Et en 2005, 145 000 étudiants ont participé au programme, ce qui représente 1% de la population européenne de ce groupe social. Une extension du programme Erasmus, appelée Erasmus Mundus, ouverte à tous les pays du monde, est mise en œuvre depuis la rentrée universitaire 2004-2005. L'espace européen dit de liberté, de sécurité et de justice a pour objectif la lutte conjointe contre le terrorisme, la coopération entre les forces de police et ceux qui font appliquer la loi dans les divers pays de l'Union, des politiques coordonnées en matière d'asile et d'immigration, la coopération en matière de droit civil. C'est l'article 3, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne qui dispose que l'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration, ainsi que de prévention de la criminalité et de la lutte contre ce phénomène. Le traité de Lisbonne introduit plusieurs éléments nouveaux importants. Une procédure décisionnelle plus efficace et plus démocratique, répondant à la suppression de l'ancienne structure en piliers, des prérogatives accrues pour la Cour de justice de l'Union et un rôle nouveau pour les parlements nationaux. Les droits fondamentaux sont renforcés, la charte étant désormais contraignante dans l'Union. L'égalité homme-femme. L'Union vise à aider les femmes à obtenir les emplois qu'elles souhaitent et le même salaire que les hommes, ainsi qu'à trouver un meilleur équilibre entre le travail et d'autres aspects de la vie. D'où l'accent mis sur l'emploi. En 2017, la proportion de femmes occupant un emploi dans l'Union a augmenté pour atteindre 66,6% contre près de 80% pour les hommes. L'égalité de rémunération. En moyenne, les femmes gagnent 16% de moins que les hommes au sein de l'Union. En novembre 2017, l'Union européenne a présenté un plan d'action destiné à combler l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Le financement. Parmi les actions spécifiques visant à permettre aux femmes d'accéder à l'emploi figurent des programmes leur permettant de se reconvertir et d'améliorer leurs compétences, ainsi que des mesures pour les aider à réintégrer le monde du travail après une interruption de carrière,
en fournissant des services de garde d'enfants, en leur donnant des conseils personnalisés et en sensibilisant les employeurs aux défis auxquels elles sont confrontées. L'économie. L'écart en matière d'emploi entre les hommes et les femmes coûte 370 milliards d'euros par an à l'économie de l'Union. L'amélioration de l'égalité entre les femmes et les hommes pourrait entraîner la création de 10 millions d'emplois d'ici 2050 et stimuler l'économie de l'Union à hauteur de 2 000 milliards à 3 000 milliards d'euros. Une autre priorité majeure est de mettre un terme à la violence à l'égard des femmes et des filles. Une campagne financée par l'Union encourage les femmes et les hommes à s'opposer aux violences à l'égard des femmes. À noter que le Parlement européen et le Conseil ont créé, en décembre 2006, un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui a son siège à Vilnius, en Lituanie, et dont l'objectif général est de contribuer à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la renforcer en intégrant la question du genre dans toutes les politiques européennes et nationales. L'Institut fournit une assistance technique aux institutions de l'Union au travers de la collecte, de l'analyse et de la diffusion de données et d'outils méthodologiques. Santé et environnement. La pollution ne s'arrête pas aux frontières, d'où les actions de l'Union européenne pour des eaux de baignade plus propres, significativement moins de pluies acides, une généralisation de l'essence sans plomb, une mise au rebut facile et sûre des équipements électroniques usagés, des règles de sécurité strictes à chaque étape de la chaîne alimentaire, une agriculture biologique et de qualité plus importante, des avertissements sanitaires plus efficaces concernant la nocivité du tabac, un enregistrement et un contrôle de tous les produits chimiques. L'importance de la politique de santé a été renforcée par le traité de Lisbonne, qui dispose qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. Même si la responsabilité première de la protection de la santé, et en particulier des systèmes de soins de santé, incombe toujours aux États membres, l'Union européenne a un rôle important à jouer dans l'amélioration de la santé publique, la prévention et la gestion des maladies, l'atténuation des sources de danger pour la santé humaine, l'harmonisation des stratégies des États membres en matière de santé publique. La pandémie de Covid-19 imposera sans doute une réflexion approfondie et une stratégie commune de l'Union européenne en matière de santé publique. La protection des droits des consommateurs. Le consommateur européen est protégé par un ensemble de législations qui s'appliquent dans toute l'Union, même lors de voyages ou d'achats en ligne. Par exemple, un étiquetage clair des marchandises commercialisées, des normes élevées de santé et de sécurité, une interdiction des pratiques abusives dans les contrats, le droit de tout passager à une indemnisation en cas d'important retard, une aide à trouver une solution à tout problème lié à la consommation. C'est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union, TFUE, qui constitue la base juridique des mesures d'harmonisation destinées à la mise en place du marché intérieur. Son objectif vise à garantir un niveau de protection élevé, y compris la protection des consommateurs, en tenant compte de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. L'article 169 du même traité instaure une base juridique pour toute une série d'actions au niveau de l'Union, dans le domaine de la protection des consommateurs. Cet article établit qu'afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs,
l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leurs droits à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts. Ce même article prévoit par ailleurs une meilleure prise en considération des intérêts des consommateurs dans les autres politiques et actions de l'Union. Changement climatique. Pour que l'Union devienne le premier continent climatiquement neutre au monde d'ici à 2050, la Commission européenne a présenté en décembre 2019 le Pacte vert pour l'Europe. Celui-ci fait partie de la stratégie visant à mettre en œuvre les objectifs de développement durable et le programme des Nations Unies à l'horizon 2030, avec une proposition de la Commission pour une première législation climatique européenne. L'Union a de fait, entre 1990 et 2018, réduit de 23% ses émissions de gaz à effet de serre. Au travers d'un plan de la Commission assorti d'une analyse d'impact, l'objectif de l'Union est de réduire les émissions de gaz à effet de serre à au moins 50% pour 2030 et tendre vers 55% par rapport au niveau de 1990. En vertu de l'article 191 du TFUE, la lutte contre le changement climatique est en effet un objectif explicite de la politique environnementale de l'Union qui s'est engagée à garantir la réussite de l'application de l'accord de Paris et à mettre en œuvre le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne. L'Union vise aussi à s'assurer que les préoccupations relatives au climat soient intégrées dans d'autres domaines politiques, comme le transport et l'énergie, mais aussi à promouvoir les technologies à faible émission de carbone et les mesures d'adaptation. Bien, passons à présent aux questions. Comment peut-on communiquer de façon simple et expliquer à l'opinion publique la différence entre un marché commun et un marché unique? Les deux ont un objectif commun, l'abolition des frontières intérieures de l'Union européenne. La différence est que le marché unique prend en compte l'obstacle que représentent des normes nationales différentes qui font obstacle à une réelle libre circulation des marchandises. D'où l'importance de la norme CE, reconnue dans tous les États membres et qui facilite les échanges intracommunautaires. Est-ce que la liberté de circulation des personnes est durablement menacée par les fausses informations sur l'immigration et les épidémies? C'est en effet un défi majeur pour l'Union européenne. Les débats sur l'immigration ont favorisé l'émergence des nationalismes. La question des épidémies s'est rajoutée à cette problématique. Néanmoins, la libre circulation des personnes demeure emblématique de l'Union européenne. Faut-il une politique européenne de santé publique pour prévenir et lutter contre les pandémies et les fléaux sanitaires? La santé publique est inscrite à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relevant de la subsidiarité. Historiquement, elle a commencé avec le sida, puis elle s'est développée par étapes avec la toxicomanie par voie intraveineuse, puis la toxicomanie en général, l'alcoolisme, le tabagisme, les cancers, les produits dérivés du sang, l'éducation pour la santé. La pandémie de Covid-19 va probablement inciter les États membres à aller plus loin encore. Les consommateurs européens sont-ils prêts à payer plus cher par une relocalisation des industries essentielles telles que celle des médicaments ou des équipements de protection sanitaire? La pandémie de Covid-19 précisément a mis en lumière la dépendance de l'Union dans des domaines aussi vitaux que les médicaments ou les équipements de protection sanitaire. La Commission devra donc faire des arbitrages, notamment entre les politiques sanitaires, industrielles, de la concurrence et de la protection des consommateurs. L'opinion publique y est probablement prête pour ne pas revivre les politiques pour le moins chaotiques
des masques et tests de dépistage du coronavirus.